Je possède toutefois une autre petite bande enregistrée en cachette. L'entretien qu'il a accordé au vicaire de ma paroisse. Je vous en livre un extrait qui se finit par une anecdote que tous ses amis connaissent. Car si les moyens humains manquaient, M. Combette mettait Dieu et ses saints à l'œuvre, et surtout Saint Joseph, qui ici, dans cette anecdote, joue le grand jeu. Écoutons. Un grand volume là qui donnait les inscriptions de tous les rois d'Égypte, il y en a près de 900. J'ai copié pendant plus d'1 an toutes les inscriptions des rois d'Égypte, des hiéroglyphes. Et quand j'ai eu tout mon bagage, je suis revenu ici, chez moi, et j'ai travaillé. J'ai travaillé à apprendre l'égyptien que je ne connaissais pas, tout seul, parce que ce que j'en avais vu de grammaire égyptienne à Bruxelles, je me disais, c'est idiot, on n'a pas compris l'égyptien. J'ai donc fait table rase de tout, je suis reparti avec mes hiéroglyphes et je les ai pratiqués moi-même. Ce que j'ai découvert là-dedans, formidable, 20 volumes sur l'Égypte, 8000 pages sur l'Égypte. Et alors, il y avait un des professeurs qui était là, et qui me dit, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Si je voudrais mettre les deux chronologies, d'accord? Oh oui, là, vous voulez faire comme le père de Barenton, que monsieur Capard, qui était le chef, appelle l'hier de Charenton, c'est-à-dire Charenton, c'est la maison des fous, à Paris, de fois. Je dis, d'accord, je vais essayer. J'ai donc essayé. Monsieur Capard m'avait dissuadé, vous n'y arriverez pas. Je suis arrivé à mettre les deux chronologies à jour, exactement l'une dans l'autre, au jour et quelquefois à l'heure. J'ai bouleversé complètement toute la chronologie égyptienne. Et je défie n'importe qui de me prouver que j'ai tort. Alors, quand un jour je suis retourné, quelques années après, à Bruxelles, pour chercher des documents, et j'ai revu ce professeur qui était là, qui m'avait posé la question. Il me dit, vous faites toujours l'égyptologie? Je dis non, j'ai fini l'égyptologie, j'ai écrit 8000 pages en 20 volumes, et vous savez, les deux chronologies collent là, au jour. Il prend son stylo, il se met à écrire, il va plus répondre. On ne veut pas être convaincu. Comment vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Vous n'êtes pas de la branche et vous voulez vous occuper de ça? Oui, pour tout chambouler. J'ai donc repris tout ça, j'ai employé des méthodes entièrement nouvelles de traduction. Et ce que j'ai découvert dans Richard Deschutes, c'est inimaginable. J'en ai estomaqué moi-même. Et quand j'ai eu fait ça, je me dis, tiens, j'essaierais bien de traduire le crétois. Le crétois, a dit Curtius, la Crète est la plus grande énigme de l'histoire. Et la Crète attend encore son Champollion pour lire les hiéroglyphes crétois. J'ai abordé la question, j'ai lu les hiéroglyphes crétois, je les ai déchiffrés que personne n'avait déchiffrés, et j'ai écrit l'histoire de l'Égypte en 3 volumes que personne n'avait jamais pu écrire, la plus grande énigme de l'histoire. J'ai attaqué après les Hittites, qui sont à peine connus. J'ai traduit les hiéroglyphes hittites. Et j'ai écrit 2 volumes sur l'histoire des Hittites. À cette occasion-là, j'ai pu découvrir l'origine des langues aztèques américaines, l'origine du basque, l'origine de l'étrusque, l'origine de plusieurs autres langues anciennes. C'est une synthèse, comme disait, quelque chose de colossal au point de vue linguistique. Mais en même temps, j'ai retraduit la Bible, non pas par l'hébreu, mais par le copte. Et j'en ai donné les raisons d'ailleurs. La Bible est complètement changée. Le fond de la Bible reste le même, mais la science ne peut plus rien opposer à la Bible de Moïse. Plus rien. Au contraire, Moïse en sait beaucoup plus que les plus grands savants d'aujourd'hui. La science, moi je fais non seulement la synthèse des sciences entre elles, mais la synthèse de la science et de la religion. Les deux choses, les deux disciplines peuvent maintenant marcher la main dans la main, à la condition qu'on soit honnête, qu'on soit loyal et qu'on ne soit pas partial. J'ai rencontré, dans les milieux universitaires que j'ai fréquentés pendant plusieurs années, j'ai rencontré généralement de l'opposition. Voilà, et du mépris. Mais je m'en suis pas mal fichu, j'ai continué à travailler. J'ai continué à travailler.
quand j'arrive à... pendant la guerre, j'avais été prisonnier pendant la guerre de 14, et quand les Allemands, j'habitais Tournai à ce moment-là. Et ah non, pas en 14, en 40, après, ah oui, c'est ça. En 37, en 40, j'habitais 40. Alors j'ai demandé, je suis parti pour ne pas revoir les Allemands. Je ne voulais pas être exposé à être appelé au service pour eux et à travailler pour eux. J'ai dit non, ça je ne le ferai pas. Et donc je suis parti en France on occupé, et là j'ai continué à chercher des documents pour ma géographie. Et je voulais avoir des documents géologiques. Je voulais avoir des cartes géologiques du monde entier. Et je n'en ai trouvé personne qu'à Grenoble. Nulle part qu'à Grenoble. Alors, quand je suis arrivé à Grenoble, je vais voir le directeur de l'Institut et je lui demande l'autorisation de venir faire étudier, consulter des documents qui sont là. Il me dit, c'est pourquoi, monsieur? C'est parce que je veux faire les raccordements continentaux et les vérifier au point de vue chronologique. Eh bien, ici, monsieur, nous n'avons absolument rien pour vous. Alors, je suis parti. J'avais eu le malheur de prononcer le mot de l'Atlantide. Alors, naturellement, je considérais comme un fou. Bon, je suis parti. Et ensuite, j'ai travaillé chez moi, à la bibliothèque de la ville. J'ai dit, il faut que je retourne. Et j'habitais à ce moment-là près de la basilique Saint-Joseph, basilique papale à Grenoble, qui a été édifiée récemment sur la plus ancienne église de Saint-Joseph du monde. C'est pour ça qu'il a été basilique papale. Alors, je fais une nouvelle à Saint-Joseph, et puis je retourne. Je demande à voir le directeur, on me dit, il n'est pas là. Il est dans une maison de santé, il a eu un dérangement cérébral. Mais il y a son adjoint qui est là, il a été mis au courant. En effet, il a été mis au courant contre moi. Alors j'arrive, son adjoint me dit, monsieur, le professeur, pourriez-vous me permettre de vous consulter les cartes qui sont ici? Je dis, monsieur, nous n'avons pas de carte ici. Je suis venu parce que j'ai trouvé à Lyon une carte d'Afrique, de géologie d'Afrique, que je l'ai recopiée à l'échelle qui me convient pour mon travail, et je voudrais pouvoir faire la même chose pour les autres domaines. Ou bien il dit, monsieur, nous n'avons que la carte géologique d'Afrique ici. Je dis, monsieur, ça tombe très bien, il me manque un petit coin dans ma carte, et c'était exact, je vais pouvoir la compléter. Alors il a appelé l'appariteur, il était pris au piège, et l'appariteur vient, il me conduit, il me dit, monsieur, je me mets à votre disposition. Vous entretiendrez ici quand vous voudrez. La bibliothèque avec ses 40 000 volumes est à vous, toutes les cartes qui sont là, il y en a des centaines. Et à partir de ce moment-là, je suis entré dans la faculté sans demander la permission à personne, j'étais chez moi, et je me fichais pas mal des professeurs. Et quand j'ai été introduit par la Providence, par Saint-Joseph, là, je dis maintenant, bon Saint-Joseph, il y a ce pauvre type qui est déraillé, là. Bon, si vous le vérifiez, j'ai refait une nouvelle, au bout de la nouvelle, il était rentré, il était guéri. Voilà, vous suivez encore, pour une société comme ça débute. Ah. Mais non, voilà ce qui explique que j'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé, et dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la physique, que ce soit le domaine de l'astronomie, que ce soit le domaine de la préhistoire, toute l'histoire ancienne, et puis quoi encore là bien alors l'exégèse biblique. Ah mais c'est là, quand j'ai traduit la Bible par... Mais alors, la Bible a pris pour moi un tout autre aspect. Et savez-vous, ça m'a conduit à démolir le thomisme. C'est comme ici, la Meuse un jour, terre de Luxembourg, découvrira Saturne et Troie en l'urne. Montaigne et plaine, ville, cité et bourg, Lorrain déluge, trahison par grand urne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne doit pas se rapporter à l'époque actuelle. Peut-être le duc de Guise, Prince Lorrain, qui a été trahi et assassiné par Henri III. Au lieu où Ley et Skelde se marient, c'est-à-dire au lieu Tagan, seront les noces de longtemps maniées. Au lieu d'Anvers où la crape charrie, une vieillesse consorte intaminée. Je ne comprends pas. C'est probablement là aussi un phénomène du passé, au moment où il y a eu où il y a eu question d'un mariage
qui a dû être discuté à Gand. Cependant, il y a une grappe qui est charriée à Anvers. Jeune vieillesse, consort intaminée. C'est-à-dire que si vraiment il s'agit de noces, il s'agit d'une jeune fille que son mari, qui serait vieux, ne violerait pas. Alors ça peut être les deux. Tandis que la grappe, si les réservoirs de pétrole d'Anvers sont crevés, il y aura de la grappe. Ah oui, C'est ça. L'eau sera toute noire, comme elle est sur les plages, quand il y a un pétrolier qui crève. L'an 1900, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Ressuscité le grand roi d'Angoulemois, avant, après Mars, régner par bonheur. Ceci, c'est le quatrain le plus important de tout le livre de Nostradamus. L'an 1997, 7 mois, c'est-à-dire la première fin du monde. Ça doit avoir lieu dans 30 ans. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs. C'est le Christ qui reviendra pour terrasser l'Antéchrist. Ressusciter le grand roi d'Angoulemois. Au moment où Nostradamus écrivait, les rois de France étaient de la branche des Valois-Angoulême. Ils étaient donc d'Angoumois. Pour lui, le grand roi d'Angoulemois, c'est le roi de France. Et le roi de France, qui existera en 1999, 7 mois, c'est le grand monarque. Celui qui va venir dans les failles. Et alors, voilà la dernière phrase. Avant, après Mars, régnait par bonheur. Mars, c'est le dieu de la guerre. Avant et après la dernière guerre, il régnera par bonheur. Donc nous allons avoir 25 ans de règne heureux sous la direction du grand monarque. Et puis, il y aura l'Antéchrist. Et pour que le Christ vienne ressusciter le grand roi, il faudra qu'il soit mort. Et pour que le Christ le ressuscite à ce moment-là, il faudra qu'il soit mort martyr de l'Antéchrist, comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Ceux qui auront été martyrs de l'Antéchrist ressusciteront, ce sera la première résurrection, et ils ne mourront plus. Et ils dirigeront l'humanité qui sera reconstituée après l'heure. Donc nous savons maintenant ce que Hugues Carlos ne sait pas, puisqu'il poursuit le trône d'Espagne, c'est qu'il ne va pas l'avoir, qu'il va venir se réfugier en Belgique, qui va être 25 ans roi de France et en somme le principal personnage de toute l'Europe, parce que les Bourbons vont reprendre les trônes de la plupart des trônes d'Europe dont ils ont été chassés, mais ils ne les reprendront que parce qu'ils seront rois catholiques et pour faire régner le catholicisme, répandre le catholicisme en Europe. Mais lui, d'après une prophétie, l'Antéchrist, avec ses troupes, vaincra les saints, c'est-à-dire les troupes des catholiques qui voudront s'opposer à l'Antéchrist seront écrasées, et il y aura énormément de martyrs de l'Antéchrist. Et le roi Hugues Carlos sera martyr de l'Antéchrist. Et le Christ viendra le ressusciter pour qu'il règne indéfiniment et d'abord pendant 1000 ans par bonheur. Ici, nous voyons clair déjà un peu plus loin que le bout de notre nez. Alors, si vous pensez que d'après la Sainte Vierge, il doit encore y avoir 2 ou 3 papes, bon, et qu'ensuite c'est Pierre Romain, dont on ne dit rien, eh bien moi je pense que Pierre Romain, après ça il n'y a plus de pape. C'est clair. Si Pierre Romain, le dernier pape, meurt martyr de l'Antéchrist,
Ah oui. Il sera ressuscité. Également. Et avec le grand monarque, ils vont diriger le monde pendant 1000 ans, par bonheur. C'est magnifique. Et après ces 1000 ans, C'est fini. après ces 1000 ans, Après ces 1000 ans, c'est la fin. donc mais il C'est n'y aura plus de... la fin. D'ailleurs, la Sainte Vierge l'a dit, je ne sais pas si c'est à Chrétienne ou ailleurs, qu'il va y avoir une première fin du monde et que ce n'est pas ce n'est pas la fin du tout. C'est ça. C'est une première. Mais il n'y aura plus de difficultés. Après ces 1000 ans... Après, il y aura les damnés et les élus. Oui. C'est tout. Et qui ne seront pas nécessairement sur la terre actuelle, Non. puisque Saint Jean dit « Je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre ». Donc maintenant, nous voyons clair. Or, dans l'Église, on ne voit pas clair. Monsieur Delplace, la dernière fois qu'il est venu, tiens, à propos, j'ai eu l'occasion de dire à un prêtre que je connaissais que j'ai eu l'occasion de parler des 1000 ans. Il m'a dit, je voudrais bien vous montrer seulement un texte où on parle de 1000 ans dans les Écritures, on n'en parle pas. J'ai dit, il est aveugle, monsieur. Il n'a qu'à ouvrir l'Apocalypse, il va le voir, c'est tout au long. Voilà. Alors, de batailler ne sera donné signe. Du parc seront contraints de sortir hors. De Gand, l'entour sera connu l'insigne, qui fera mettre de tous les siens à mort. Ça fait penser ça à Louis XVI. Louis XVI, quand il se trouvait assailli par la masse des révolutionnaires dans le château des Tuileries, était défendu par sa garde suisse et par des nobles qui étaient venus volontaires pour le défendre. Louis XVI, à un moment donné, leur aura ordonné de déposer des armes à ces défenseurs, pour ne pas faire couler le sang du peuple. Et ils n'ont pas eu sitôt déposé les armes que ces enragés, ces sauvages, se sont jetés sur eux, les ont tous égorgés. Et alors on a mis, la reine a failli mourir dans cette affaire-là, c'est tout juste qu'elle a été protégée, et le roi a dû mettre un bonnet rouge sur sa tête pour ne pas être tué. Or, ici, de batailler, nous avons avec Baudouin une affaire de jeu. Baudouin, c'est vrai aussi, pas méchant pour ainsi. Il ne voudra pas qu'on bataille pour le défendre. Et du parc de Laken, il sera obligé de sortir. En 1950, Léopold III a dû sortir de là. On en a arraché les galets. Le jour où nous venions nous installer ici, le 1er août, de Gand, l'entour sera connu l'enseigne, je ne sais pas ce que ça veut dire. Autour de Gand, il y aura quelque chose qui se révélera, qui fera mettre de tous les siens à mort. Et alors, les gens qui auront voulu défendre Baudouin seront mis à mort. Par qui, je n'en sais rien. Voilà, monsieur Hersin, des nouvelles, là. Des nouvelles. Qui ne sont pas précisément amusantes. Rose, non. Hein? Pour l'avenir. Mais après Mais cela... elles sont sérieuses. Elles montrent que l'époque est extrêmement grave. Et à Rome, ils ne s'en doutent pas. D'ailleurs, il ne faut pas parler à Rome de millénarisme. Ils ne sont pas millénaristes. On est théardistes. Dernièrement, il y a un prélat qui a fait à Rome, de la part du pape naturellement, un exposé sur le Théard de Chardin. Il dit que Théard de Chardin avait écrit des choses qui étaient, certaines étaient contestables, et que on n'avait pas, il fallait être, mais finalement, qu'on n'avait pas approuvé, et que finalement, il fallait être prudent dans l'utilisation de ces livres. On ne doit pas les mettre dans les mains de gens
il est expérimenté, par exemple. Donc, mais on peut les mettre dans les mains de n'importe qui d'autre. Au lieu de faire tomber sur ce livre-là une condamnation formelle pour multiples cas d'hérésie, on dit, mais c'est une prudence, soyez prudent. Mais moi, quand je présente un livre à la gloire du Christ, on est tous aussi très prudents. On me les choix. Et alors, il y a le docteur Carlier, comment dirais, a passé mon livre au docteur Lamasson, qui est président de la Ligue homéopathique internationale, et qui est en même temps conseiller technique du Vatican. Très catholique, ce monsieur-là. Il a passé mon livre pour le lire pendant les vacances. Je ne sais pas quelle sera sa réaction, si ça m'intéresserait. Et il m'a envoyé une lettre, il est allé à Rome, il a envoyé une lettre où il dit « Je n'ai pas manqué de demander ce matin à l'interlocuteur valable dont je vous ai parlé du problème concernant le procès de réhabilitation de Galilée dont il a été question pour j'ai pu vous dire qui a eu cette idée, ce problème. Nous le savons très bien. Ça ne vient pas de Rome, ça vient uniquement de l'extraordinaire évêque de Strasbourg qui a proposé de faire un procès de réhabilitation. Cette idée n'a pas été reprise, semble-t-il, jusqu'à présent, par Rome. Et il ne semble pas non plus que Rome ait été très désireux de saisir l'idée qui lui était soumise. Galilée a été condamné pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec cette théorie, mais seulement pour avoir voulu démontrer que l'Écriture sainte lui donnait raison à lui et pas aux autres. Le véritable novateur dans l'histoire n'est pas Galilée, mais bien Copernic, qui était mort exactement 21 ans avant la naissance de Galilée. Je viens d'apprendre également au sujet de Galilée qu'une jeune fille prépare actuellement une thèse de doctorat sur Galilée. Elle aussi a lu un nombre considérable de documents sur la question et elle justifie, je crois, d'après les renseignements que j'ai eus, pleinement la position passée de l'Église. Passée soulignée. Et donc il est à espérer qu'elle ne variera pas malgré des évêques qui tolèrent des réunions scandaleuses dans leur cathédrale. Vous savez qui c'est? Eh bien, c'est l'évêque auxiliaire de Strasbourg. On a célébré dans la cathédrale de Strasbourg une messe yéyé. Avec des danses et des guitares comme ça, et des garçons qui ont brassé les flumes derrière les colonnes. Alors le docteur qui sait ça, dans leur cathédrale. Alors je vais tâcher, par le docteur Carlier, de savoir comment il s'agit. Quand le bon Dieu voudra, ça bougera. Oui, ça... Actuellement, je crois que la poire n'est pas mûre et que ce qui tomberait maintenant, ce serait jamais qu'un fruit pourri. Non, parce que donc j'ai rappelé également donc au rédacteur en chef du journal, je n'ai pas reçu de réponse. Actuellement, je prépare une nouvelle lettre à l'Homme Nouveau, à l'occasion d'un petit article de Jean Dauja, et je vais lui envoyer les choses de... Allez, Jean Dauja, qui c'est un rédacteur? C'est un rédacteur, oui, occasionnel. De l'Homme Nouveau? De l'Homme Nouveau, oui. Ah, il a fait un article sur Galilée? Oui. Non, pas sur Galilée, mais il traite de la science. Et il se demande si la science est sur la bonne voie. Ah, voilà. Alors, je prends le ballon au bon maintenant, et je vais lui écrire sur votre... Oui, et là, qu'est-ce que je voulais dire dans... Et là, j'ai reçu une lettre de la Libre Belgique. Ah. Parce que la Libre Belgique, quand l'information du cardinal Koenig à Paris, là, oui, qui a annoncé qu'il y aurait probablement la révision de Cauchy, oui, a fait un article. Oui. Elle a donné le communiqué de presse, oui. Et un rédacteur a fait une assez longue paraphrase où il disait que cette information n'était pas fondée, que la question était mal posée, que la véritable position
de l'Église était celle-ci, cela. En somme, sans connaître ma théorie, et sa conclusion était que s'il y a une révision du procès, ce sera plutôt pour atténuer le jugement défavorable qu'on a porté sur les juges de Galilée. Ouais. Alors je lui ai écrit immédiatement, j'ai écrit au directeur de la Libre Belgique, que j'avais lu un article qui était intéressant et en général judicieux, et que j'envoyais mon livre, je lui ai envoyé pour le remettre au rédacteur qui avait écrit l'article, et que si le rédacteur avait le temps de lire le livre, qu'il le garde, et qu'il en fasse récension s'il le juge à propos, voilà, sans me nommer, et que s'il n'a pas le temps de lire, qu'il renvoie à mon imprimeur. J'ai envoyé ça, quand est-ce que c'était? C'était au début de juillet, ça? Oui, c'était avant, oui. C'est au début quand on était à Éplechin. C'est au début de juillet. Oui. Alors, je reçois maintenant une lettre de la Libre Belgique qui me dit: nous avons bien reçu votre livre, mais le rédacteur qui s'occupe de ça est actuellement en Proche-Orient, et je ne sais pas quand il rentrera. Maintenant, comme il s'agit d'une question controversée, je ne sais pas si le journal acceptera de faire un article à ce sujet. Ça dépendra du directeur, on verra ce qu'il dira. Alors, vous voyez, ils sont tous prudents. Prudence des hommes. Prudence des hommes. Folie de Dieu. Folie de... Sur Galilée est un double effet, comme je vous le disais. Non seulement il s'étend aux extrémités de l'univers, mais au centre de la Terre. Oui. Or, c'est la seule chose qu'on ne connaisse pas. On cherche. Mais avec les notions géographiques que j'ai, je puis arriver à dire ceci. L'écorce terrestre ne peut pas avoir plus en moyenne de 15 km d'épaisseur. Parce qu'évidemment, à l'endroit où elle est plissée, elle est plus épaisse. Au fond des océans, elle est moins épaisse. Mais mettons ça, une moyenne de 15 km. Si elle n'était plus épaisse, il n'aurait pas pu se produire ce qui s'est produit au déluge, où la Terre, l'écorce de la Terre brisée, a dérivé sur le magma et est allée se passer ailleurs. Donc, l'écorce de la Terre n'a pas plus de 15 km d'épaisseur en moyenne. Or, quel est le diamètre de la Terre? De quelque chose comme 13 000 km. Donc, l'écorce de la Terre est à peu près à la Terre, au volume de la Terre, dans le rapport de 1,1 rapport de 15 à 13 000. C'est-à-dire que 20,7 à 13 000. C'est-à-dire que si vous envisagez une sphère, un ballon de caoutchouc, qui est d'1 mètre de diamètre, que ce ballon de caoutchouc soit enfermé dans une baudruche d'1 millimètre et d'1 millimètre d'épaisseur, vous avez une image de la Terre. Nous ne sommes ici sur la Terre que sur une baudruche qui est 1,2 millimètre sur une sphère d'1 mètre. Donc, voilà toutes sortes de conséquences qui en résultent. À l'intérieur, il y a des parties solides, les moins fusibles, il y a des parties liquides, il y a des parties gazeuses, n'est-ce pas, suivant les métaux qui sont envisagés et la température à laquelle ils sont exposés. Mais, au fond,
ceci, c'est un milieu instable, comme un milieu fluide. Or, voilà ce qui se passe. À l'extérieur de la Terre, il y a une atmosphère qui a un poids. Hein, c'est celle qui est déterminée par le baromètre. Quand, à l'intérieur de la Terre, il y a un changement de pression, par exemple, par suite d'une émission de gaz, ou quand à l'extérieur de la Terre, il y a un changement de pression atmosphérique, la baudruche fait comme une baudruche de caoutchouc sur laquelle vous appuyez votre doigt. Elle bouge. C'est ce qui produit habituellement les vibrations séismiques quotidiennes. Tous les observatoires notent des observations petites. Or, les Japonais, qui sont particulièrement exposés au séisme, ont étudié la question et l'affaire est mise en relation directe pour les vibrations quotidiennes avec les variations de pression de l'atmosphère. Toutes les variations de pression de l'atmosphère sont enregistrées dans les sismographes parce que cette baudruche se trouvant entre des pressions inférieures et des pressions supérieures bouge suivant l'équilibre de ces pressions. Donc, nous avons là l'explication des séismes. Je ne parle pas des grands séismes. Alors, les grands séismes, l'explication en étant ceci. C'est que la baudruche n'est pas entière. Elle est pleine de fissures. Elle ne tient que par la force centripète, qui attire la matière mais il n'empêche que les morceaux sont les uns à côté des autres. Or, quand il se produit un décalage entre deux morceaux, il se produit à ce moment-là une très forte déformation de l'écorce qui entraîne des vibrations beaucoup plus fortes qui renversent les maisons, etc. Et on voit toutes sortes de troubles. Mais cela, c'est encore explicable par le fait que l'épaisseur de la Terre n'est rien, presque rien par rapport à son volume. Est-ce qu'on dit ces choses-là? Or, j'ai pu déterminer les températures intérieures de la Terre. Ces températures intérieures supposent que la Terre, à l'intérieur de la Terre, est liquide en général, est fluide. Ou bien c'est un magma épais, ou bien c'est très liquide, ou bien c'est un peu solide, si on veut, mais dans l'ensemble, c'est un fluide. Donc, ça tranche les débats qui ont lieu sur la question de savoir, le point de savoir si si l'intérieur de la Terre est solide, ou liquide, ou gazeux, ou vide, si la Terre. Ça tranche le point. Le géocentrisme, mais alors l'électricité, le magnétisme terrestre. J'ai été connu à l'explication du magnétisme terrestre. Les grands mystères de l'intérieur de la Terre sont trouvés. Et si, au lieu d'avoir 88 ans et demi et d'être limité dans mes moyens d'action, j'avais les ressources de pouvoir consulter à tête reposée les documents des observatoires astronomiques et des centres géographiques, je pourrais refaire sur toute une série d'années, longue série d'années, le travail que j'ai fait pour l'année 1865, là, où j'ai déterminé les centres d'attraction du centre de la Terre. Je pourrais déterminer les positions successives de ce centre d'attraction et dire à l'intérieur de la Terre, il y a telle masse ferreuse qui fait un tel mouvement à l'intérieur de la Terre.
je saurais. C'est rien, ce que j'ai posé sont des bases. S'il y avait des gens qui soient assez indépendants d'esprit, assez humbles, pour reprendre mes idées et les mettre en vérification, en détail, on ferait des découvertes. Seulement, j'envoie 5 volumes d'Aguilera avec des raisons à Uccle. Et vous n'avez pas eu de... Je les envoie parce qu'il y a un astronome que connaît mon imprimeur. Oui. Parce que je cite Land, Arend, et que j'estime que c'est de la correction de leur faire savoir que j'ai utilisé leur documentation. Que je cite monsieur, sans le nommer, monsieur Delport, qui a été le directeur de l'Observatoire. J'envoie, ça fait 4 volumes, j'en envoie encore un 5e à celui qui a fait la liste, de dresser la liste de tous les observatoires du monde, parce que ça m'a permis d'en répondre, mon ouvrage d'observatoire. Pas la moindre réaction. Même quand je les ai cités, pas la moindre réaction. L'orgueil. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Et quand quelqu'un me donne des leçons et qu'elles sont justifiées, eh bien, c'est un ennemi. Alors, les gens assez intelligents d'abord pour comprendre ces choses, assez impartiaux pour les admettre, assez amis de la vérité pour s'en faire les apôtres, mais elles sont rares, extrêmement rares. Et alors il y a les imbéciles, les crétins, qui sont l'immensité, qui sont rares. Quand je vois qu'à Rome, par exemple, ou que dans le concile, tout le monde laisse crier que Galilée avait raison et qu'on a eu tort de le condamner. C'est un rassemblement de crétins. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent de là? Ils peuvent savoir le latin, le grec et la théologie, ils ne savent rien. Et alors il y a tous ceux qui ne se rendent pas compte, ils sont encore plus nombreux, de l'importance de ce fait. Tandis que les ennemis de l'Église ont sauté sur l'affaire Galilée, et pendant plus de 3 siècles, ils ont réduit l'Église à néant, ils l'ont avilé, ils l'ont traîné dans la boue, en s'appuyant là-dessus. Et maintenant que l'Église a la possibilité de faire le contraire, elle ne bouge pas. Crétin. Crétin. Ils ne se rendent pas compte de l'importance de cette chose. Importance capitale. Abattre la science, là, la fausse science. Et glorifier l'Église en disant, vous savez, c'est pas vous qui avez trouvé ça. C'est pas vous les grands savants qui avez trouvé ça. C'est pas vous qui allez dans la lune qui avez trouvé ça. C'est un monsieur qui n'est rien du tout. Donc on ne connaît même pas le nom. De nouveau, la question, et je me dis, c'était ici, c'est dans le tome 2, quoi. Oui, 92, page 92, je vous cherche tout simplement. Ici, oui, bon. avec voilà. Aïroten. C'est ça, avec Aïroten. Je me dis, je regarde ça doit être. Je relis le texte, il n'y a aucune erreur, c'est certainement Aïroten. Ah oui. Ça ne peut pas être que les Bibles. Non, pas du tout, bon. Non. Mais j'ai voulu aller dans le cornet, je regarde de l'autre côté ma table, et je me dis, le signe qui est là, tout au début. Au début. Ici. Voilà. Ce signe-là Oui. est incontestablement celui-là, il est trop net. Oui. Donc, je vais prendre le sceau. Le sceau du roi, que voici. Voici le sceau du roi. C'était ceci là, hein? Oui, mais attends.
voici le sceau du roi. Oui. Alors, dans ce sceau du roi, il y a trois faces. Oui. Un sceau à trois faces. Et sur la première face, il y a une jambe en marche. Or, la jambe en marche, c'est nous, vous l'arrêtez la main. Oui. Ce qui est la même chose Que aérotène. aérotène. Or, donc, il n'y a aucun doute, c'est aérotène qu'il faut là. Ah oui, oui, oui. Bon. Bien d'accord. Mais comment se fait-il que j'ai mis aérotène alors que ça, c'est que des billes? Mhm. Parce que là où est l'erreur que j'ai commis, c'est qu'ayant écrit Pélémine, j'ai mis la traduction de l'aigle. Sans m'en rendre compte, par le subconscient. C'est une faute que le bon Dieu m'a fait commettre. Parce que si j'avais mis Pélémine, je ne pourrais pas plus écrire ce que j'ai dit. Non, non, pas du tout. Non, non, ça va pas avec. Donc c'est une faute que le bon Dieu m'a fait connaître. Comment maintenant, il faut que j'explique ça. Et bien voilà. C'est que le signe de la double H Oui. est l'inverse de l'aigle. De l'aigle. Oui. Donc ceci, ce n'est pas une double H, c'est un aigle inversé. Renverse, Et oui. ceci se comprend d'autant mieux que ce roi s'appelle Arachné. Oui. Et que son sceau, c'est une araignée renversée. Renversé. Alors je comprends pourquoi le scribe crétois a employé ce signe renversé. Vous voyez, les subtilités qu'il y a là-dedans, c'est quelque chose de formidable. Alors, seulement, si c'est l'aigle renversé, c'est bien aérotène, mais Sauce. qui signifie renversé. Ok. Donc, vous devez mettre ici, là, sauce. C'est dit au Monsieur. c'était dit, Zouzou, c'était dit. Cigarette de cette scène, peut-être. Non? Ah, vous faites pénitence. Non. L'aboutissement là. Attendez. Et qu'est-ce que donne Et sauce alors, dans le texte? en grec, ça donne kaios. Chaos. Écoutez, messieurs, comment est-ce que je vais faire pour vous offrir un verre là-dedans? Il y a moyen de mettre le petit plateau là au milieu? C'est Bon. pour les Bon, oui. cigarettes. Ah, Non, oui. pour le Oh, plateau. là, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Oh là 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 là, on va Eh vous ben alors, écouter. très bien. Oh, bah alors. On ne fait pas trop dans les venus, tu sais, parce que... Ah, pour moi. Ah ben, mettons-le là. Mais seulement, monsieur Hudson. Oui, mais la suite du mot est là. Bon, écoutez, monsieur Hudson, vous permettez, je vais vous donner une mission de confiance. Ou bien, monsieur, si vous êtes au bout du plateau. Parce que père est capable de vous Ça, laisser je passer sans rien vous veux offrir. bien que tu mettes la machine à cendre ici. Oui. Ah, la machine à cendre, ça, c'est pas difficile. C'est Ça, cendrier. Cendrier, ça... Cendrier. Et on doit ajouter chaos. Kaios. Oui. K-H-I-O-S. Alors, ici, vous y êtes, monsieur. Chaos. Alors, à la deuxième page, vous mettez en haut Kaios. Hein. Bien. Maintenant, là, il faut ajouter un texte. Ça commence comme ça, le 20e pour la première dynastie, a un nom dont tous les signes sont connus. Mais l'aigle est inversé. Mais l'aigle est inversé. Il faut ajouter là, mais l'aigle est inversé. Je vais prendre mes allumettes. Ah bon, mais j'en ai. Ah, parce que vous en avez. Ah, mais j'en ai. C'est ça. Il faut ajouter. Alors, ajouter, mais l'aigle est inversé. Oui. Et renvoyer là-dedans. Hein. Oui. Heureusement, que je n'ai pas du tout modifié. Hein. Ça démolissait tout. Mais vrai, Donc, au-dessus, on je ne crois pas avoir commis beaucoup d'erreurs. Non, pas du tout. Mais il se trouve que cette erreur que j'ai commise, je vais la commettre. Vous vous rendez compte? Ça me relâche. Ah, c'est formidable, vous savez. Non? Non, moi, je... Enfin, écoutez. Père, écoute, tu n'oublieras pas, s'il Oui, te mon enfant, plaît. j'y penserai. Bon, parce que le plateau est ici. Ah, parce hein. que tu t'en vas, toi. Ah, moi, je m'en Eh bien, je vais. peux te servir, ça Parce va. que moi, je suis là, ouais.
Et toi, tu ne prends pas de biscuit? Prends un biscuit. Non, j'ai dit bien, il y a une seconde. Je ne t'empêche pas. Quand j'aurai fini, quand nous aurons fini ça, nous serons... Regarde ta calotte est Oh non, laisse-moi 40 ans. Allez. Où se met, je t'aime dehors, parce que... Oui, alors, Tant pis, oui, alors, avec. écoute, Ninette, prends-le à l'abri. À l'abri. Ah oui, mais... Mais là, dans la cuisine. Parce que tout à l'heure, quand on s'en sortira, il est capable de bouger dans la rue. Oui, aïe, Ah. aïe, aïe, aïe. Et soigne ton feu pour qu'il ne meure pas. Oh, mais il est éteint. Bon, alors, ça va. Ça va. Alors, vous avez vu Il est chaud. voyez-vous, je ne sais plus le cinéma maintenant. Non, ça va. Avec mes mauvais yeux. Non, ça va. Et Pour c'est le même. absolument mal. Non, on comprend. Et voyez-vous, la seule rectification à faire, c'est celle-ci. C'est de prolonger d'un demi-millimètre C'est déjà fait. ce petit trait là. Non, ici pas. Et naturellement, au tableau, pareil. Oui. Au tableau, j'ai déjà fait. Oui. C'est rien, hein. Comme rectification, c'est rien. Oh non, Même pas un millimètre. Oh non, mais non, non, non. ça a tout de même son importance. Alors vous y êtes, vous avez écrit ça et vous avez dessiné l'aigle. Au tableau, ce n'est pas... Oui, mais je connais l'aigle renversé. Alors, vous savez, bon. c'est là. Alors bien maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Il Je faut- veux dire, ici, Il faut ajouter allez, dans le ici. texte. Après, à Iretel ici, Oui. mettre Kaios. De toute façon, Forcément. dans le tableau, il faut Ouais. vraiment... Ouais. Il faut ajouter Kaios. Kaios. Oui, après, il y a un peu de taille. Kaios. Alors ici, à cette ligne-là, ajoutez ce housse-là. Vous avez vu la rectangle, Oui. ajoutez sauce. Sauce. C'était double O, attention complexe, c'était Ouais. ici, en bas. Après thème. Ah oui, c'est là. Sauce. Hein. Sauce. Sauce. Sauce, ça s'écrit Et en dessous, C'est dit au accent circonflexe. C'est dit. parce que... en dessous, Oui, en latin, tu connais atoléré, déjà en compte, mais moi pas. Hein. et en dessous, en français, À élevé. tolérer. Voilà. À tolérer. Et élevé. Et élevé. Toléré. Et élevé. 2003 jaar. Ah, maintenant, ici. Ici. Élevé. À la fin, il y a encore une rectification. À l'avant-dernière ligne, Oui. Oui. après cercle universel, là, Oui. Oui. écrire devenu le maître suprême. Devenu le maître suprême. Devenu le maître suprême, oui. Qui est en venu au fait de Qui est élevé au fait de la royauté. Qui est élevé, oui, c'est la source, oui. Vous y êtes? En bas alors. Qui est venu, Non, non, qui est élevé. Qui est élevé élevé, au fait de la royauté. qui est élevé au fait de la royauté. Il n'y a plus beaucoup plus grand chose. Non, vous savez. Et qui est Regarde, élevé, hein. avec attention. Salamoun el Bariki Ah, ici. Matos. À la page suivante, en Oui. bas. En bas. Après, Ouoten. Ouoten, oui. Mettre K-O, K-2-OH. Ouoten, oui, c'est là. Ici, Ouoten, K-2-OH. Ko, dubbel orgaan. K, dubbel orgaan. À traduire, Oui. Summitas, Sommitas. sommet. Sommet. Les changements sont bien tirés de vos pages. Oui. Ils m'ont bien tiré vos pages. Oui, ils sont très bien tirés. Eh ben, vous avez été bien servi, vous. Oui, mais j'ai corrigé quelque chose, j'ai ajouté quelque chose en rouge et en... oui, je crois. Hein? C'est vous qui avez fait le cadre, là, non? Oui, oui, Vous oui. avez refait tous les cadres. Oui.
Ça veut dire, une page que j'ai étudiée, je fais un cadre. Alors, je sais bien quelle page j'ai étudiée, mais quelle pas. Eh bien, vous avez de la patience. Ah oui, c'est nécessaire. Hein? Vous avez de la patience. Il ne faut pas ajouter quelque chose au... Alors, il faut encore ajouter quelque chose à la page maintenant. Oui. 96. C'est net. Il n'y a pas quelque chose qui s'ajoute ici, parce qu'on a ajouté soumitas ou sommet. Ah, si. Et il faut en dessous, là. Oui. Toute une multitude. Alors, et venu de la mer, remonter Oui. dans une corbeille et mettre en liberté en pratiquant au sommet une ouverture. Ok. En pratiquant au sommet une ouverture. Une ouverture, il Ça y a va un fermé. Oui, Vous y êtes? Alors nous prenons la page maintenant 96. À cette page-là, il n'y a rien. La page 96. Ici, il faut ajouter sauce, après thème. Sauce, après thème. Ça veut dire... Comburere, brûler. Comburere, brûler. Et dans le texte? Alors, dans le texte, est-ce que vous avez ce qu'on voit en marge là? Oui. Eh bien, en dessous, mettez et c'est brûlé. De la cire brute. À l'aide d'elle et c'est brûlé. À s'élever à l'aide d'elle et c'est brûlé. Ok. Bien, vous savez, quand il m'arrive de voir une rectification comme ça, des rectifications, de temps en temps, j'ai dû en faire. Hein. C'est un poison, vous savez. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Ah oui. Et on n'est pas toujours sûr de ne pas en oublier. Ah, si, tout ça, cette page-là, elle est bonne. Il y a la dernière, alors. Maintenant, la page 98. La page 98, après thème également, sauce. C'est cédille ou accent circonflexe, c'est cédille. Oui. Là. Et avec le sens fatum, fatalité. Fatalité, oui. Fatum, fatalité. Et alors, ajoutez-là, après la mort, fatalité. La panique Après de la mort. mort. La punique de mort. Fatalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, monsieur Urbain? Oui. S'il manque quelque chose, dites-le, hein, n'hésitez pas. Non, j'ai tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Télamon qui relevait enchaîner le savant jeune homme, rejeton du grand constructeur a été pendu, le maître des troupeaux l'a puni de mort, fatalité, c'est ça? Fataliste, Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le maître des troupeaux l'a puni de mort, fatalité, c'est une mort fatale. Oui, c'est ça. Une mort fatale. Fatalité. Fataliste, on dit pas du... C'est le destin. Non, c'est le destin. l'acte mort, double point, fatalité, quoi. Ah, c'était son destin, si vous voulez, fatalité. Ah, comme ça. Oui, ok. Bon, il faut qu'on ait à faire. Alors, vous m'aviez parlé au dictionnaire. C'est là-dedans qu'il y a le dictionnaire. Non, c'est dans le tome 1, à la fin de tome 1. À la fin du tome 1. Vous m'avez parlé de emailer. Ah oui. Eh bien, il y a le renvoi. Vous croyez que c'est... Non, tout ici. Pardon.
Non, c'est plus en avant. Avant le texte ici. Je m'en dis, Ah, ici. Description. Ah, voilà. Voyez-vous, la femme, s'il vous plaît. Oh, vous n'avez rien à changer. La femme vous n'avez rien à changer, vous savez. Non, j'ai donné... Non, c'est avant, je crois. J'ai donné la page avec les femmes. Ici. Au manchot, ici, il y a les femmes. Oui, et bien voyez-vous, je ne l'ai pas mis ailleurs, parce que ce sont deux signes différents. Mais dans le tableau des règles, qu'est-ce que je dis là, page 245. Page 245. « 42, 43, 44 et 45. Voyez-vous, Ici, il y a une ajoute, je crois. À 7... Attendez, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je ne vois pas bien clair? Je suis... Voilà. Il y a deux pages 245. 45, oui. Oui, mais attention, je crois que vous avez donné la page ici, c'est dans le tome 2. Ah, La page oui, c'est comme ça, je crois. oui. Et tu veux dire? Oui, je vois dans le deuxième tome. Ah oui, c'est exact. C'est dans ce tome-là. Mais oui, bien sûr. C'est évidemment dans ce tome-là. J'ai le tome 2. Ici. Regardez ce qui est écrit en tête. Ici, on a le... Allez, voilà. Vous allez comprendre. Ici, on a le tome 2. Vous voyez, Ja. ici, vous regardez. En dan weet ik, maar het was Regardez cette planche. 241. Il y a des rênes là. Oui. Ici, il y a la femme avec Et le petit, il y a un petit trait à côté. Oui. Bon. Alors ça se dit il est. Il est. Mais avec un trait à côté, ça se dit il est. Il est. Oui, oui. Bon. Donc c'est la lecture de ce signe-là. Oui. Ici, on a la femme avec le trait entre les jambes. Là. Voilà, justement. Et c'est ce que j'ai écrit là. Au page 2. La page 245. 45, oui. Ici. La page 245. Enfin, si nous considérons que le trait qui se trouve d'ordinaire à côté de la femme et qui ici entre ses pieds, nous pouvons lire il est ou B ou RTU. Okay. Et nous, par conséquent, il y a deux lectures si vous voulez. Une lecture plus générale et alors une lecture plus particulière à cette femme. Ok. Alors, je vous écoute. Het is enkel het verschil tussen die twee en dat een aantal. D'abord, eh bien, dites un peu maintenant que la table est un peu débarrassée et qu'il y a moins de danger et pour vos papiers et pour les miens. Vous n'avez pas besoin de ces papiers là maintenant. Non. C'est fini. Non, c'est fini. Eh bien, débarrassez-vous. Alors, on pourra, avec plus de tranquillité. La première question est celle-ci. Vous permettez que je prenne des bouquins alors? Ah, c'est pas nécessaire. Ah, c'est pas nécessaire. Jusqu'ici, c'est pas nécessaire. Pourquoi traitez-vous dans trois livres, trois tomes différents, les rois de la crainte? Pourquoi pas, par exemple, dans le premier tome, vous parlez des rois, dans le deuxième tome, vous expliquez les signes de la tablette, et dans le troisième tome, vous prenez les sceaux. Pourquoi pas l'une après l'autre? Par exemple, le premier roi du première dynastie, l'explication... Vous allez avoir l'explication tout de suite. C'est qu'il faut que je fasse des livres maniables. Supposez, les rois
de Crète représente plus de travail, beaucoup plus de travail que les rois, que les reines, les prêtres, les ethnarques et les choses là, comment? Les archontes. Les archontes. Bon, ces quatre machins-là, c'est rien du tout parce qu'ils n'ont pas de sceau, ces gens-là. Pour ça, vous avez divisé. Bon, alors, tandis que les rois, d'abord, ils sont plus nombreux. Oui. La liste est complète, ou à peu près complète. Mais ils ont des sceaux, et quelquefois plusieurs sceaux à chaque roi. Ah. Donc, ça ferait un volume énorme. Et les deux autres, rien. Ça ferait un volume peut-être de certainement 600 pages, si je faisais que les rois. Alors à côté de ça, pour tout le reste, j'aurais voulu peut-être un volume de 200 pages. C'est déséquilibré. Oui. Alors j'ai fait 3 volumes sensiblement égaux. Comme ça. Voilà. Alors, d'une part, je mets les tablettes qui représentent un type d'hiéroglyphe. Oui. Qui est un hiéroglyphe administratif, un type particulier. C'est collant. Ok. Tandis que les sous, c'est tout autre chose. Les hiéroglyphes des sous sont tout autre chose que les hiéroglyphes courants, l'écriture cursive, si vous voulez, des inscriptions, des listes royales. Oui. Ça, c'est une inscription cursive. Tandis que les sous, c'est du travail artistique. Alors, alors j'ai fait en sorte d'équilibrer mes 3 volumes. Ensuite. Oui. Ils sont joliment bien faits. Et c'est vous qui mettez les couleurs? Oui, c'est moi. Ah ben écoutez, vous êtes... mais ils sont épatés, mon machin. Félicitations. Ah, ça se fait. Ah, c'est bien. Lorsqu'on étudie quelque chose, on doit le dire très bien. Alors, j'ai trouvé ce signe-là, oui, pour la première fois, parce que vous dites dans le nom du dernier roi de la première dynastie, il y a un signe nouveau. Oui. Alors, nous nous rapprochons de ça et de ceci. Alors, je vous écoute. Pourquoi vous avez ici traduit ce signe comme l'arbre se dit, Shaf, avec son sommet, ici, Hijot. Attendez, vous voulez que je me rappelle? C'est ce signe-là, qui se trouve sur les tablettes 687B et 70 au page 705 et 717 du PM4, du PM4 de choses, d'Evance. Oui. Il s'agit apparemment d'un arbre. Mais les dessous en donnent un dessin plus précis. Si. Voilà. Oui, ce sont les deux, Voilà. Oui. Voilà, à mon avis, c'est ça. Oui, je suis bien d'accord. Mais je me demande pourquoi. Alors vous expliquez comment vous arrivez au nom cop, disons. Vous avez pris arbor, chaf ou chaf, comme vertex, hijok, le tronc comme vertex. Oui. Alors nous avons extindere stipes ou tronc coupé. Tronc coupé, c'est Jerkas. Alors on a l'absence des racines. Stirpsine. Chau ene. Oui. Mais pourquoi maintenant la question est celle-ci? Pourquoi Chau et ene Jerkas Chaf hijok? Pourquoi ce mélange? Et pourquoi Bon. Moi, je fais la description Oui. du signe dans l'ordre normal. Oui. N'est-ce pas? J'aurais dû commencer par le sommet de l'arbre, son tronc, si vous voulez, et pas de racine. J'aurais dû dire, normalement, si vous voulez,
Si, c'est ça. Idjok, c'est que ça. Idjok, Djorkash et Shaouéné. Vous me demandez pourquoi j'ai commencé par Shaouéné. Eh bien, cet arbre en pleine frondaison, séparé brutalement de sa racine, est bien l'image de la première dynastie dans toute sa force, brusquement supprimée. Disons... Le roi s'appelle Yeshaou Belgé. Oui, Yeshaou Belgé et Pashmash Neitaïn. Oui. Non, mais pourquoi... Oui, attendez. Shaouéiné. Ah voilà, Shaouéiné. Non, Yeshaou Belgé et Pashmash Neitaïn. Neitaïn. Shaou. Oui, je suis bien d'accord, mais je vous demande pourquoi. Non, je sais bien, mais je cherche à me rappeler, moi. Shaouaïné, je ne peux pas faire une réponse à la son, vous savez, moi. Shaouaïné, Djikash, Shaouaïné, Djikash, Shaf Idjok. Là, c'est Yetchou Belgé et Pashmash Neitaï, je crois ça. Hein. Oui. Non, alors ça, Idjok. Karoukine, ça c'est Karoukine. Oui. Voilà. Aïroten, ça va. C'est ça. Non, je marqué oui, mais... Attendez, je vais me rappeler. Le regarde dans son ensemble de rapport lecture, Yeshaou Belgé, Pashmash, c'est ça. Intelligent, Djikash, etc. Voyez-vous, d'abord, Pashmash Neitaï, c'est Épiménide. Oui. Donc ça, il n'y a pas d'erreur. Non, sans pas d'erreur, mais je me demande pourquoi. Et alors, Spendere apparaîtrait, Jachere, Neitaïn. Non, mais je crois que vous me comprenez mal. Oui, dites. D'après moi, on a dû commencer pas avec Shao Ene, Djer, Kash, Shaf. Oui. Pourquoi vous commencez par Shao Ene, Djer, Kash? Pourquoi ça et pourquoi pas commencer avec... C'est justement ce que tu es en train de rechercher. Non, mais j'ai en train d'essayer de me rappeler. Oui, mais peut-être c'est parce que la grammaire copte exige ça. Non, pas du tout. C'est pas une question de grammaire. Ah, c'est question d'un sens. C'est une question, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vous ai dit que si je dois avoir la dit, que chez les coptes, que dans la langue copte, l'ordre logique des mots de la phrase n'est pas du tout le mot. Non, je suis bien d'accord. Et que vous voyez les choses, que vous voyez par exemple, beau, je vais citer l'exemple, vox, facere, ex, c'est faire par la parole. Ah oui, Aïroten. Après Aïroten, vous pouvez ajouter sous.